Des brutes fermant une fille timide dans un casier au lycée, mauvais choix. Elle avait un entraînement des forces spéciales. Léa Dubois se déplaçait dans les couloirs bondés du lycée Jacques Prévert comme une ombre. Sa silhouette menue se faisant à peine remarquer dans la foule d'élèves se précipitant entre les cours. Avec à peine 1,50 m et des cheveux châtain clair qui tombaient sans cesse sur son visage, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Ses sweats à capuche trop grands et ses jeans usés pendaient lâchement sur son corps mince, et son habitude de garder les yeux fixés au sol la faisait paraître encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Ce que personne parmi ses camarades de classe ne savait, c'est que sous ses vêtements amples se cachait une musculature acquise grâce à des années d'entraînement rigoureux. Le père de Léa, le colonel Jean Dubois, avait été déployé à l'étranger pendant la majeure partie de son enfance, mais lors de ses brefs retours à la maison, il avait insisté pour enseigner à sa fille des compétences qui allaient bien au-delà des activités typiques parent-enfant. Pendant que les autres enfants apprenaient à faire du vélo, Léa apprenait le combat au corps à corps. Pendant qu'ils jouaient à des jeux vidéo, elle s'entraînait à des manœuvres tactiques et à la manipulation d'armes. La devise de son père avait toujours été « espérer le meilleur, se préparer au pire », et il avait préparé sa fille à des situations qu'elle priait de ne jamais rencontrer. Jacques Prévert était le 3e lycée de Léa en 4 ans. Une autre conséquence du suivi des affectations militaires de son père avant qu'il ne soit tué au combat il y a 18 mois. Vivant maintenant chez sa tante dans la banlieue parisienne, Léa avait espéré que ce déménagement serait différent. Elle s'était promis de faire profil bas, d'obtenir son bac discrètement et d'honorer la mémoire de son père en évitant les ennuis. La violence, lui avait-il appris, était un dernier recours réservé uniquement à la protection de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Cette philosophie était mise à l'épreuve quotidiennement par Chloé Moreau et ses 2 fidèles suivantes, Manon Garnier et Océane Petit. Chloé régnait sur la hiérarchie sociale de Jacques Prévert avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, des vêtements de marque et une langue acérée comme un rasoir. Elle mesurait près d'1,80 m avec ses talons chers, dominant la plupart des élèves et utilisant sa taille pour intimider quiconque osait croiser son chemin. Manon et Océane la flanquaient comme des gardes du corps, désireuses de rire à ses blagues cruelles et de participer à tout tourment qu'elle concevait. Léa avait attiré leur attention pour la première fois au cours de sa 2e semaine à Jacques Prévert lorsqu'elle avait accidentellement bousculé Chloé près du laboratoire de chimie. La collision avait été mineure, faisant à peine tanguer la tasse de café parfaitement équilibrée de Chloé, mais cela avait suffi à peindre une cible dans le dos de Léa. « Fais attention où tu vas, la tarée » avait grogné Chloé, ses yeux verts lançant des éclairs de méchanceté. « Tu as la moindre idée de combien coûte cette veste ?» Léa avait murmuré des excuses et tenté de s'éloigner rapidement, mais la voix de Chloé l'avait suivie dans le couloir. Quelle ringarde! Je parie qu'elle s'habille à Emmaüs. Les rires qui avaient éclaté de la part des suivantes de Chloé avaient brûlé les oreilles de Léa, mais elle s'était forcée à continuer à marcher. Recommencer à zéro signifiait éviter la confrontation, peu importe à quel point l'entraînement de son père lui criait de tenir bon. Ce qui suivit furent des semaines de harcèlement systématique. Chloé et sa bande faisaient tomber les livres des bras de Léa alors qu'elle se rendait en classe, l'obligeant à ramper à 4 pattes pour ramasser les papiers éparpillés pendant que les autres élèves la contournaient. Elles renversaient accidentellement des boissons sur elle pendant le déjeuner, trempant ses vêtements et l'obligeant à assister au cours de l'après-midi dans un tissu humide et collant. Elle l'insultait assez fort pour que les élèves à proximité entendent, mais assez doucement pour éviter l'intervention des professeurs. Les incidents les plus graves se produisaient dans les endroits où la surveillance des adultes était minimale. Les toilettes du 2e étage près de l'aile des Arts étaient devenues un lieu de terreur pour Léa, après que Chloé les coinçait là un après-midi, vidant le contenu de son sac à dos dans l'évier et ouvrant l'eau. Les devoirs et les manuels de Léa avaient été ruinés,
Mais lorsqu'elle avait signalé l'incident au proviseur adjoint, M. Martin, Chloé avait produit 2 témoins qui avaient juré avoir vu Léa faire tomber accidentellement son sac dans l'évier elle-même. Les vestiaires du gymnase offraient un autre terrain de chasse. Chloé attendait que Léa se change pour l'EPS, puis fermait accidentellement la porte de son casier sur les doigts de Léa ou jetait ses vêtements sur le sol sale. Les terrains de basket-ball pendant le déjeuner devenaient une scène d'humiliation publique, Chloé commentant bruyamment l'apparence de Léa chaque fois qu'elle passait. « Regardez ses fringues », annonçait Chloé à son public. « Elle a même un miroir chez elle ?» Malgré tout, Léa restait silencieuse. Elle endurait le tourment quotidien en serrant les dents, se rappelant les leçons de son père sur le choix judicieux des batailles. Chaque fibre de son être voulait riposter, montrer à ses brutes exactement ce dont elle était capable, mais elle avait fait une promesse à elle-même et à la mémoire de son père. La violence ne serait pas sa première option. Le point de rupture survint 3 mois après le début de l'année scolaire, déclenché non pas par quelque chose fait à Léa elle-même, mais par l'introduction d'une nouvelle cible. Karim Ben Ali avait été transféré à Jacques Prévert en octobre. Un élève d'origine maghrébine calme, dont la nature douce et l'intelligence évidente avaient immédiatement attiré l'attention de Chloé. Karim était tout ce que Chloé méprisait. Humble, gentil et totalement désintéressé par les jeux sociaux qui définissaient les hiérarchies du lycée. Léa se sentit attirée par la confiance tranquille et le sourire sincère de Karim. Il était l'un des rares élèves qui prenait la peine de reconnaître son existence, lui offrant de petits signes de la main dans le couloir et s'associant à elle pendant les travaux pratiques de sciences lorsque personne d'autre ne le voulait. Pour la première fois depuis son arrivée à Jacques Prévert, Léa avait l'impression qu'elle pourrait réellement se faire un ami. Chloé remarqua immédiatement la connexion et y vit une occasion d'infliger un maximum de dégâts. Elle commença à cibler Karim avec la même cruauté qu'elle avait montrée à Léa, mais avec un élément personnel supplémentaire qui fit bouillir le sang de Léa. Chloé faisait des commentaires bruyants sur les origines de Karim, se moquait de son accent lorsqu'il parlait en classe et encourageait les autres élèves à l'exclure des activités de groupe. Le harcèlement s'intensifia lorsque Chloé découvrit que Karim avait demandé à Léa d'être sa partenaire pour le prochain concours de sciences. Le projet leur donnait des raisons légitimes de passer du temps ensemble, à étudier à la bibliothèque et à travailler sur leur présentation sur les sources d'énergie renouvelables. Pour Léa, ces après-midi représentaient le premier bonheur véritable qu'elle avait ressenti depuis des mois. Chloé détruisit ce bonheur avec une précision systématique. Elle répandit des rumeurs sur la relation entre Léa et Karim, fit des blagues grossières sur leur partenariat et commença à orchestrer des stratagèmes de plus en plus élaborés pour les embarrasser tous les deux. Elle faisait trébucher Karim à la cantine, faisant s'écraser son plateau de déjeuner sur le sol pendant que toute la salle éclatait de rire. Elle renversait accidentellement de la peinture sur l'affiche de Léa pour le concours de sciences, l'obligeant à recommencer à zéro. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un après-midi froid de novembre lorsque Léa découvrit que leur projet soigneusement étudié avait été saboté. Quelqu'un avait forcé leur casier partagé et détruit des semaines de travail, déchirant des pages et versant du soda sur leur modèle soigneusement construit d'une éolienne. Léa trouva Karim debout, au-dessus de l'épave, avec des larmes dans les yeux, ses épaules tremblant d'une rage silencieuse. « 3 semaines de travail », murmura-t-il, tenant des morceaux de leur projet détruit. « Tout ce pourquoi on a travaillé. » Léa sentit quelque chose de sombre et de froid s'installer dans sa poitrine en examinant les dégâts. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Karim ne méritait pas ce traitement, et sa promesse d'éviter la violence lui semblait moins importante que de protéger quelqu'un qui lui avait témoigné de la gentillesse. Cet après-midi-là, alors que Léa se dirigeait vers son casier pour récupérer ses affaires, elle entendit des rires familiers résonner dans le couloir du 2e étage. La voix de Chloé portait clairement à travers le couloir vide, rempli d'une satisfaction malveillante. « T'as vu sa tête quand il a trouvé leur petit projet de science ?
J'ai cru qu'il allait pleurer là, dans le couloir. Le mieux, c'est comme ils avaient tout arrangé avec soin, ajouta Manon, comme s'ils pensaient vraiment que leur petite éolienne pathétique allait gagner quelque chose. Les mains de Léa se serrèrent en poing alors qu'elle s'approchait de son casier, essayant de contrôler la rage qui montait dans sa poitrine. Elle tourna la combinaison avec une précision délibérée, se concentrant sur sa respiration comme son père le lui avait appris. La violence était un dernier recours. Il devait y avoir une autre façon de gérer cette situation. Elle ouvrit la porte de son casier et commença à rassembler ses livres, essayant d'ignorer les rires continus provenant du fond du couloir. Mais ensuite, elle entendit le nom de Karim mentionné à nouveau, suivi d'une série d'insultes raciales qui brouillèrent sa vision de colère. « Hé, la souris !» lança soudain la voix de Chloé, utilisant le surnom qu'elle avait inventé pour Léa. « J'ai entendu dire que toi et ton petit ami cherchiez un nouveau projet de science. » Léa ferma son casier et se tourna pour faire face aux 3 filles qui s'approchaient d'elle. Chloé arborait son expression habituelle d'amusement cruel, tandis que Manon et Océane la flanquaient avec une anticipation avide. « On n'a pas touché à ton stupide projet, » continua Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse innocence. « Mais j'ai peut-être des idées pour le prochain, peut-être quelque chose sur la génétique et pourquoi certaines personnes sont naturellement meilleures que d'autres. » Le couloir était vide, à l'exception d'L4, la plupart des élèves étant déjà partis pour la journée. Léa réalisa que cette rencontre n'était pas accidentelle. Chloé avait soigneusement planifié cette confrontation, attendant qu'elle soit seule. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Léa doucement, sa voix stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Bien sûr que non, » rit Chloé. « Tu ne veux jamais d'ennui. C'est ce qui fait de toi une victime si parfaite. » Elle se rapprocha, utilisant son avantage de taille pour dominer Léa. « Mais voilà, la souris. Je commence à m'ennuyer avec la même vieille routine. J'ai besoin de quelque chose de plus dramatique. » Avant que Léa ne puisse réagir, Chloé fit un signe de tête à ses suivantes. Manon et Océane se déplacèrent avec une coordination entraînée, saisissant les bras de Léa et la forçant à reculer vers la rangée de casiers qui bordèrent le couloir. L'entraînement au combat de Léa se mit immédiatement en marche, calculant les angles et les points faibles, mais elle se força à rester passive. Ce n'était que de l'intimidation, rien de plus. « Ouvre-le !» ordonna Chloé, et Océane fit rapidement tourner la combinaison sur un casier vide. La porte métallique s'ouvrit, révélant l'espace étroit conçu pour contenir des livres et des manteaux. Les yeux de Léa s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa leur intention, et pour la première fois depuis le début du harcèlement, une véritable peur se glissa dans sa voix. « Non, » dit-elle, se débattant contre leur emprise. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » « Qu'est-ce qui ne va pas, la souris ?» Zrenia railla Chloé. « Peur des petits espaces? Ne t'inquiète pas, ce ne sera que pour quelques heures. Peut-être toute la nuit si le concierge n'entend pas tes cris. » Elles forcèrent Léa vers le casier ouvert et elle réalisa avec une clarté cristalline que sa promesse d'éviter la violence venait de devenir impossible à tenir. Ce n'étaient plus seulement des brutes, c'étaient des prédateurs. Et elles avaient dépassé tout ce qu'elles pouvaient endurer passivement. « Dernière chance, » dit-elle doucement, sa voix prenant un ton qui aurait été familier à quiconque avait servi sous les ordres du colonel Dubois. « Laissez-moi partir maintenant, et on pourra faire comme si ça ne s'était jamais produit, » Chloé rit. « Ou quoi? Tu vas le dire à un professeur? On dira juste qu'on t'a trouvé coincé là-dedans toi-même. Pauvre petite souris, si maladroite et sujette aux accidents. » Elles poussèrent Léa en avant et elle prit sa décision. L'entraînement de son père prit le dessus avec une précision mécanique, la mémoire musculaire remplaçant la pensée consciente. Elle se laissa aller pendant une fraction de seconde, ce qui fit que Manon et Océane relâchèrent leur emprise, puis elle explosa en mouvement. Son coude droit s'enfonça vers l'arrière dans le plexus solaire de Manon, faisant tomber la fille à genoux avec un halètement étranglé. Simultanément, la main gauche de Léa saisit le poignet d'Océane et le tordit.
utilisant l'élan de la fille elle-même pour l'envoyer s'écraser contre le mur de casier avec un bruit métallique qui résonna dans le couloir vide. Chloé eut à peine le temps de réaliser ce qui se passait avant que Léa ne se tourne pour lui faire face, en équilibre sur la pointe des pieds, dans une posture de combat qui témoignait d'années d'entraînement professionnel. « Qu'est-ce que tu fous ?» balbutia Chloé, reculant devant la petite fille qui s'était soudainement transformée en quelque chose de dangereux et d'inconnu. « Tu veux savoir de quoi je suis capable ?» demanda Léa, sa voix calme et contrôlée malgré l'adrénaline qui montait en flèche dans son système. « Mon père était dans les forces spéciales. Il a passé 12 ans dans des zones de combat avant de rentrer à la maison et de m'apprendre tout ce qu'il savait sur la survie dans des environnements hostiles. » Elle avança vers Chloé à pas mesurés, et la fille plus grande continua à reculer jusqu'à ce qu'elle heurte le mur au bout du couloir. J'ai été entraîné à désarmer des adversaires 2 fois plus grands que moi, à me battre dans des espaces confinés et à neutraliser les menaces en utilisant tous les outils disponibles, continua Léa. Je connais 17 façons différentes de casser des os à main nue, et je peux assommer quelqu'un de ta taille en moins de 3 secondes. Les yeux de Chloé étaient grands ouverts de choc et de peur croissante. Derrière Léa, Manon reprenait encore son souffle tandis qu'Océane serrait son poignet et gémissait. « Mais plus important encore, » dit Léa, s'arrêtant à quelques centimètres du visage de Chloé. « Mon père m'a appris que la force ne consiste pas à blesser les personnes plus faibles que soi. Il s'agit de protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. » Elle plaça une main à plat contre le mur à côté de la tête de Chloé, piégeant la fille plus grande sans la toucher. « Karim Ben Ali ne t'a jamais rien fait d'autre qu'exister dans ton monde. Il est gentil, intelligent et tout ce que tu prétends être, mais que tu n'es pas. Et tu l'as tourmenté parce que tu es trop complexé pour supporter le fait que quelqu'un puisse voir clair dans ton petit numéro pathétique. »« Je n'étais pas... » commença Chloé. Mais Léa la coupa. « Si, tu l'étais. Tu as systématiquement détruit sa confiance, saboté son travail et essayé de l'isoler de quiconque pourrait se soucier de lui. Tu as fait la même chose avec moi pendant des mois et je l'ai laissé passer parce que je pensais que ça ne valait pas la peine de se battre. » La voix de Léa baissa à peine au-dessus d'un murmure. « Mais tu as franchi une ligne aujourd'hui. Tu as détruit quelque chose sur lequel Karim a travaillé dur, quelque chose qui comptait pour lui. Et puis tu as essayé de m'enfermer dans un casier comme dans une prison. » Elle se pencha plus près et Chloé se colla contre le mur comme si elle essayait de disparaître. « Alors voilà ce qui va se passer, » continua Léa. « Tu vas t'excuser auprès de Karim pour avoir détruit notre projet. Tu vas nous laisser tous les deux tranquilles à partir de maintenant. Et si je te vois un jour harceler quelqu'un d'autre dans ce lycée, on aura une autre conversation qui ne sera pas aussi agréable que celle-ci. »« Tu ne peux pas me menacer, » murmura Chloé, mais sa voix manquait de toute conviction. « Je ne te menace pas, » répondit Léa. « Je t'éduque. Il y a une différence entre utiliser ta force pour blesser les gens et l'utiliser pour empêcher les gens de se faire blesser. Mon père est mort en protégeant des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Et je ne vais pas déshonorer sa mémoire en laissant des brutes comme toi rendre la vie des autres misérable. » Elle recula, donnant à Chloé de l'espace pour respirer. « Tu as un choix maintenant. Tu peux tirer une leçon de ça et devenir une meilleure personne, ou tu peux continuer à être une brute jusqu'à ce que tu t'en prennes à quelqu'un qui ne partage pas ma retenue. » Derrière elle, Manon avait réussi à se relever, bien qu'elle se tenait toujours le ventre. Océane examinait son poignet avec des doigts prudents, vérifiant si quelque chose était cassé. « Elle va bien ?» Zrenia demanda Léa, hochant la tête vers Océane sans quitter Chloé des yeux. « Probablement juste une contusion, » répondit Chloé automatiquement, puis sembla surprise par sa propre réponse. « Bien, je n'aime pas blesser les gens, mais je n'hésiterai pas à le faire si c'est ce qu'il faut pour protéger mes amis. » Elle ramassa son sac à dos, là où il était tombé pendant la brève lutte, et le passa sur son épaule. « Oh, et Chloé, la prochaine fois que tu voudras appeler quelqu'un la souris, tu devrais peut-être te rappeler que même les souris mordent quand elles sont acculées. »
Léa s'éloigna dans le couloir, laissant les trois filles regroupées près des casiers. Elle pouvait les entendre chuchoter avec insistance derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Ses mains tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, et elle devait trouver Karim pour s'assurer qu'il allait bien. Elle le trouva à la bibliothèque, assis seul à une table dans le coin du fond, avec ses écouteurs sur les oreilles, fixant un cahier vierge. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, et elle put voir la déception et la douleur encore écrites sur son visage. « Salut !» dit-elle doucement, tirant la chaise à côté de lui. « Comment tu te sens ?» Il haussa les épaules et enleva ses écouteurs. « Je n'arrête pas de penser à tout le travail qu'on a investi dans ce projet. 3 semaines de recherche, la construction du modèle, la répétition de notre présentation, disparu. On peut le reconstruire, dit Léa. J'ai des copies de la plupart de nos recherches à la maison et je me souviens comment on a construit l'éolienne. Ça ne prendra pas autant de temps la deuxième fois. » Karim réussit à esquisser un petit sourire. « Tu crois vraiment qu'on peut le faire à temps pour le concours ? Je sais qu'on peut le faire, mais d'abord, il faut que je te raconte ce qui vient de se passer avec Chloé. » Elle lui fit un récit prudent de la confrontation, omettant certains des détails les plus violents, mais indiquant clairement que le harcèlement allait cesser. Karim écouta avec un émerveillement croissant, posant de temps en temps des questions sur ses antécédents et son entraînement. « Ton père t'a appris tout ça ?» Zrenia demanda-t-il quand elle eut terminé. « Il voulait que je sois capable de me débrouiller quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais réellement besoin de l'utiliser au lycée. »« Je suis content que tu l'aies fait, » dit Karim doucement. « Je commençais à penser à changer de lycée. Cet endroit devenait insupportable. Tu ne devrais pas avoir à partir à cause d'eux. Personne ne le devrait. » Au cours des jours suivants, la nouvelle de la confrontation se répandit dans Jacques Prévert avec la vitesse et la distorsion typiques des commérages de lycée. Certaines versions racontaient que Léa avait vaincu 10 adversaires à elle seule. D'autres affirmaient qu'elle avait utilisé des armes ou que tout cela était un canular élaboré. Mais la vérité fondamentale restait cohérente. La discrète et invisible Léa Dubois avait tenu tête à Chloé Moreau et avait gagné. Le changement dans la dynamique du lycée fut immédiat et spectaculaire. Chloé et ses suivantes restèrent entre elles, évitant de croiser le regard de Léa chaque fois que leurs chemins se croisaient. D'autres élèves commencèrent à approcher Léa avec un mélange de curiosité et de respect, certains la remerciant d'avoir tenu tête à des brutes qui avaient rendu leur propre vie misérable. Karim s'épanouit dans ce nouvel environnement, sa confiance naturelle revenant à mesure que le harcèlement constant cessait. Lui et Léa reconstruisirent leur projet de science avec l'aide de plusieurs autres élèves qui offrirent leur temps et leur expertise. Leur présentation sur les énergies renouvelables remporta la 2e place au concours de sciences, mais plus important encore, elle marqua le début d'amitié véritable pour tous les deux. Le changement le plus surprenant vint de Chloé elle-même. 2 semaines après leur confrontation, elle approcha Léa après le cours de chimie, son entourage habituel étant notoirement absent. « Je peux te parler 1 minute ?» demanda-t-elle, sa voix manquant de son tranchant habituel. Léa hocha la tête et attendit que la salle de classe se vide. « Je voulais m'excuser, » dit Chloé, les mots sortant à la hâte. « Pas seulement pour l'histoire du casier, mais pour tout. La façon dont je vous ai traité, toi et Karim, c'était mal. »« Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda Léa. Chloé resta silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. « Tu aurais vraiment pu me faire mal ce jour-là. Je pouvais le voir dans tes yeux. Tu savais exactement comment me faire payer pour ce que j'avais fait. Mais tu as choisi de ne pas le faire. » Elle leva les yeux, rencontrant le regard de Léa pour la première fois depuis des semaines. « Mon frère aîné m'a harcelé pendant des années avant de partir à la fac. Je sais ce que ça fait d'être impuissante, d'avoir quelqu'un de plus grand et de plus fort qui te rend la vie misérable juste parce qu'il le peut. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par être exactement la même. »« Tu peux choisir d'être différente, » dit Léa. « Il n'est pas trop tard pour changer. Je ne sais pas si les gens me laisseront changer.
J'ai été une telle garce avec tellement de gens. Les gens sont plus indulgents que tu ne le penses, surtout si tu essaies sincèrement de te faire pardonner. Mais il faut que tu le penses vraiment, et il faut que tu sois cohérente. Une seule excuse n'efface pas des mois de harcèlement. Chloé hocha la tête. Je sais. Je pensais à ce que tu as dit à propos de ton père, à propos d'utiliser la force pour protéger les gens au lieu de les blesser. Je veux essayer d'être ce genre de personne. Au cours des mois restants de l'année scolaire, Chloé se montra fidèle à sa parole. Elle commença à prendre la parole lorsqu'elle était témoin de harcèlement, utilisant son influence sociale pour faire taire les commérages cruels et les comportements d'exclusion. Elle s'excusa individuellement auprès de chaque élève qu'elle avait tourmenté, acceptant leur colère et leur scepticisme avec une patience qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant. La transformation ne fut ni immédiate ni parfaite. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et Chloé retombait parfois dans ses anciens schémas de comportement. Mais à chaque fois, elle se reprenait plus rapidement et faisait des efforts sincères pour rectifier le tir. Léa observa cette évolution avec un optimisme prudent, se souvenant des leçons de son père sur les secondes chances et l'importance de la rédemption. Elle n'oublia pas les mois de harcèlement, mais elle choisit de se concentrer sur la possibilité que les gens puissent réellement changer lorsqu'on leur donne la bonne motivation et le bon soutien. Alors que le semestre de printemps touchait à sa fin, Léa se retrouva à réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis sa confrontation avec Chloé. Elle avait appris que l'entraînement de son père s'étendait bien au-delà des techniques physiques. Il lui avait appris à choisir les bonnes batailles, à faire preuve de retenue dans la victoire et à comprendre que la vraie force venait de la protection des autres plutôt que de leur domination. La fille timide et invisible qui était arrivée à Jacques Prévert n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qui commandait le respect non pas par la peur ou l'intimidation, mais par la confiance tranquille qui venait du fait de savoir exactement qui elle était et ce qu'elle défendait. Karim était devenu non seulement un ami, mais aussi quelqu'un à qui elle tenait profondément. Leur expérience commune de surmonter l'adversité créant un lien qui allait au-delà des relations typiques du lycée. Ensemble, ils avaient mis en place un programme de médiation par les pairs qui aidait les autres élèves à résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en harcèlement ou en violence. Le dernier jour d'école, alors que Léa vidait son casier pour la dernière fois, elle trouva une note qui avait été glissée à travers les fentes. Elle provenait d'une élève de seconde qu'elle connaissait à peine, la remerciant d'avoir créé un environnement où les élèves se sentaient en sécurité pour être eux-mêmes sans crainte de représailles. « Tu ne te souviens probablement pas de moi ?» disait la note. « Mais Chloé et ses amis se moquaient de mes vêtements tous les jours. Après ce qui s'est passé avec toi, elles ont arrêté. Plus important encore, d'autres élèves ont commencé à me défendre. Tu as tout changé pour beaucoup d'entre nous, et je voulais que tu le saches. » Léa sourit en pliant soigneusement la note et en la plaçant dans son sac à dos. Son père lui avait toujours dit que la mesure d'une personne ne résidait pas dans sa capacité à se battre, mais dans sa volonté de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Alors qu'elle sortait de Jacques Prévert pour la dernière fois, Léa emportait avec elle la certitude qu'elle avait honoré sa mémoire de la meilleure façon possible, non pas par la violence ou la vengeance, mais par le courage de faire ce qui était juste quand c'était le plus important. La tempête silencieuse qui s'était formée à l'intérieur d'elle avait enfin trouvé son but, transformant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Et dans cette transformation, elle avait découvert que la vraie force ne résidait pas dans la capacité de détruire, mais dans la sagesse de savoir quand se battre et quand faire preuve de miséricorde. Certaines batailles, avait-elle appris, valaient la peine d'être menées. Mais les plus grandes victoires ne venaient pas de la défaite de ses ennemis, mais de l'aide qu'on leur apportait pour qu'ils deviennent meilleurs qu'ils ne l'étaient auparavant.